Mon pays, c'est un pays mal aimé. Laissez venir la joie sur mon pays. Ne chassez pas l'espérance. Parce que, passé le brouillard et achevé la nuit, mon pays est un pays plein d'oiseaux. C'est un pays plein de lumière. C'est un pays plein de vie. Donc Bellegarde se trouve en limite de deux régions naturelles qui sont au nord le Gâtinais et au sud la forêt d'Orléans, disons la Sologne. Mais ce sont deux régions différentes, bien distinctes. Au nord, la grande culture, au sud, le bocage, les bois, la forêt, les légendes et tout ce que vous voulez. Je revois sur le pas de porte grand-père qui regarde le ciel et les nuages pour savoir le temps qu'il va faire. Dans la cour, grand-mère qui part vers l'étable avec un seau rempli d'eau tirée au puits. Elle va faire son ouvrage. Soigner la vache, la curer, c'est-à-dire enlever la litière sale qu'elle transportait avec une fourche sur le tas de fumier à quelques mètres de là. Elle remettait de la paille propre, une botte était toujours à proximité. Un petit coup de trille pour faire la toilette de la vache, et voilà, terminé. La traite se faisait le matin avant notre lever, car le laitier ramassait les bidons de lait très tôt. En revenant, grand-mère entrait dans la grange, mettait dans son tablier quelques poignées de grains puisés dans un grand sac, puis allait les jeter devant la porte du poulailler. Là, c'était l'affolement général. Un tas de plumes se précipitait dehors en caquetant, gloussant, se bousculant. J'aimais quand une poule avait des poussins. Elle attendait prudemment que la troupe soit partie pour sortir à son tour avec sa nichée. Et les poussins s'en donnaient à cœur joie. Tout étant dans l'ordre, grand-mère allait dans le poulailler chercher les œufs frais pondus, les mettait dans son tablier, rentrait à la maison et s'octroyait un petit temps de repos. Non, on ne pouvait pas dire, nous dans le temps, on n'avait qu'un cheval. Après, forcément, les parents, ils ont racheté des petits lopins de terre. Après, il fallait 2 chevaux, c'est sûr. Oui. Puis la guerre est arrivée, on prenait les chevaux. Et mon Oui. père, il avait acheté des bœufs. Ah oui. Pour buter d'avoir partir le cheval aux réquisitions. On avait des poules au champ autour de la maison. On avait des lapins, on avait des vaches, mais un peu de tout. L'agriculture, elle est bien diversifiée dans le canton. Ici, nous, on est dans le coin le plus pauvre. Disons, on est branché sur l'élevage, mais c'est la culture peu intensive par rapport à toutes les autres communes. On cultive pour faire manger pour les bêtes. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que mes parents, avant la guerre,
Mon père, il allait toujours que dans les bois. Il était aligneur. Il coupait les... Parce qu'on n'abattait pas un chêne dans le bois sans que toutes les branches soient coupées. Il faut que ça éclate, que ça l'abîme, tout ça. Il n'y avait pas un bout de bois de perdu, il n'y avait rien du tout. Il coupait, il montait dans l'arbre et il coupait toutes les branches. C'était les aligneurs. Et puis, il était tout le temps dans le bois, avec ses frères, ses oncles, tout ça, ils étaient tous dans le bois. Ils en vendaient, ils arrivaient à en vendre sur les... En tirant sur le bout de la Hollande pour la prise d'un point de bois. C'est des échanges pendant la guerre, que je me souviens quand ils faisaient du bois avec mon mari, ils faisaient du bois, puis ils échangeaient pour de la paille. Ils sont venus là, fait qu'il y avait des carpentiers, puis un cheval. Mais puis après, ils l'ont racheté, sortant de la guerre, ils l'ont racheté ici, où il y avait ma grand-mère. C'était pas aussi étendu que c'est aujourd'hui, quoi. C'était des maisons, juste des écuries à un cheval, à 2 vaches. C'est l'extrait d'un journal, du journal de ma mère, de ses souvenirs d'enfance. Les chiens et les chats étaient nombreux et libres de circuler sans danger. La voiture à chien existait aussi. Je me souviens bien de celle de M. Rousseau, l'épicier. Celui-ci était mutilé, il avait une jambe de bois, et la petite voiture lui rendait bien service. Son chien noir était solide et rapide, attelé comme un cheval. Il filait route de Prénois, où M. Rousseau avait des propriétés, et passait de ce fait 2 fois par semaine sous nos fenêtres. En arrivant de même de l'école, il fallait déjà lever les œufs, il fallait s'occuper des petits poulets, les mères qu'on donnait à manger, parce que tout était mélangé, hein, les poules qui pondaient, les poussins, tout ça, alors il fallait les faire trier tout ça, donner à gâter les petits poussins pour qu'ils arrivent à se développer, les mettre dans des cages ou n'importe, tout ça c'était pour travailler en arrivant, quoi. Puis garder des vaches. Puis garder les vaches, et puis le soir, on emmenait coucher le chien couchait pas à la maison, il couchait dans la niche dehors, hein, avec un morceau de pain trempé dans de la mousse de lait. C'était même pas du lait, c'était du pain trempé dans de la mousse de lait. C'est-à-dire la mousse, c'était ce qui restait dans la passoire, vous savez. Dans le couloué. Oui. Le pain, ça me reste... quand mon père, il pétrissait la pâte dans la main, vous savez... Ah, je savais comment il faisait le pain. Il prenait pas beaucoup d'attention pour moi, parce qu'à ce moment-là, les enfants, c'était un petit peu comme ça, quoi. Mais je me mettais au bout de la main, je disais rien, puis je regardais. Il y avait un gros tas de farine de chaque côté. Au milieu, il y avait l'eau. Il mettait la levure, il mettait le levain, parce que le levain, on le met la veille, prendre avec un peu de levure qu'on achetait. Il mettait le levain, et puis au fur et à mesure, il prenait, sa farine ne tombait pas d'un seul coup, poignée par poignée, qu'ils amenaient ça dans l'eau comme ça. Puis il brassait ça au fur et à mesure, il brassait ça, et ça durait presque 1 heure la brasse, c'était épuisant, hein, quand j'y pense. Et puis après ça, c'était tout un travail, hein. Il y avait les corbeilles avec un linge et ils mettaient une boule de pâte dans chaque corbeille comme ça. Et le pain, il fallait qu'il ait chaud. Les pâtes, il fallait qu'ils aient chaud, sans ça, ils ne levaient pas. Alors, il fallait que tout fermer on faisait même du feu dans la cheminée exprès. On fermait toutes les potes, que le levain, et on faisait une douzaine de pains à la fois. Donc, comme il y a du personnel, ça servait à nourrir le personnel, on n'allait pas au boulanger. Il y avait les lavandières, la machine à laver n'existait pas. On faisait bouillir le linge blanc dans une lessiveuse et on allait le rincer à la rivière. Certaines maisons avaient un lavoir personnel, mais il y avait le lavoir communal, abrité et situé près du pont qu'il faut franchir pour aller au champ de foire. Chose que beaucoup n'aimaient pas, car les lavandières étaient là, et si brosse et battoir allaient bon train, les langues ne chômaient pas.
mes parents vivaient dans le même corps de bâtiment que mes grands-parents. Mes parents ici, mes grands-parents là-bas. Mon frère est né en 1922 et moi en 1926. Mes parents se sont mariés en 1920. Le député maire Vazeille était un anticlérical dur. Pendant l'homélie du père Bobia, il tambourinait à la porte de l'église pour empêcher les fidèles d'entendre. À l'inauguration de la plaque des morts de la guerre de 14-18, il avait demandé au curé de monter en chaire. Celui-ci a refusé et lui a donné un escabeau. Vous voyez la chevelure que j'avais. On m'a coupé les cheveux pour le micro à 4 ans. Là, il avait 20 ans, un peu mieux. Tu as une belle chevelure, hein? Moi, avec ma soeur, hein? Ben, elle n'est pas bonne non plus. Elle est coquille, là. Hein? Donc, on a commencé à se fréquenter le lundi de Pâques 44. Et ben, c'était un bal clandestin. Et ben, on s'est réunissait 25 ou 30. Oui. Et puis, on dansait directement sur l'accordéon. Directement sur le corps. Il y a bal là, on va aller au bal. On peut aller au bal, on va pouvoir danser. Mais on ne mettait pas sur le journal parce que c'était interdit. On élevait des lapins, des poulets, et donc les lapins, moi j'avais mon vélo avec un porte-bagages, j'avais fait une cage et je menais mes lapins sur mon vélo, donc je mettais des lapins sur mon porte-bagages. Donc une nichée de lapins, ça faisait vivre la maison la semaine. Aujourd'hui c'est plus possible, et puis il n'y a plus de lapins. L'origine de Bellegarde, elle est davantage à l'église, qui est du XIIe siècle, qui est de 1124 exactement, ou dans les sous-bassements du château, qui sont du XIIe, que dans le donjon, qui est du XIVe, ou dans les pavillons du duc d'Antin, à plus forte raison, qui sont du XVIIe. Ce qu'on peut dire, en gros, c'est que Thiers-sur-Besonde est d'origine romaine, remonte au IIe siècle, et que Bellegarde, en gros, est d'origine romane et remonte au XIIe siècle, donc 1000 ans plus tard. Ici, c'est de l'argile. Et quand vous marchez l'hiver avec des bottes, il y a un peu d'eau, c'est comme du savon mou. Vous reculez autant que vous avancez, vous savez, c'est comme du savon mou. C'est incroyable, l'argile comme elle est pure. C'est pour ça qu'il a été tant de briqueterie. Et puis qu'est-ce que vous voulez, il y a le ciment, après, bon, il y a les fameux parpaings, tout ça qui sont venus. Parce que la brique, elle revenait chère. Ça revient cher, parce que la brique, elle était transformée. Nous, on a vu avec mon mari, des hommes qui ont passé leur vie dans des fosses à fouiller la terre avec des bêches. À acheter dans un tombeau à cheval. Ils mettaient ça, des vies entières, des hommes qui ont fait ça. On travaillait en famille avec 2 ou 3 ouvriers qu'on n'utilisait d'ailleurs pas toute l'année puisqu'on ne cuisait que du mois de mars à la fin octobre. Hein. Le reste du temps, certains des ouvriers étaient conservés pour creuser la glaise, hein, au pic et à la pioche. C'est pas difficile, tous les gens, il n'y avait pas d'usine. Les gens étaient soit à la terre, comme je vous disais, à aider les paysans, ou alors les briqueteries. Mais il n'y avait pas d'autre usine, hein, il n'y avait rien à ce moment-là. Toutes ces entreprises ont disparu entre 1960 et 1965. Il n'y a plus actuellement que le souvenir des tuiliers et des briquetiers à Bellegarde. Comme j'ai 3 poupées pour enfants et un amour de petit chat blanc qui me coûte un argent fou, faut que je gagne des sous. J'ai donc mis mes souliers vernis, mon beau chapeau en paille de riz et ma robe en satin broché pour aller au marché, vendre les roses de mon rosier dans un panier, vendre les roses de mon rosier dans un joli panier d'osier. L'histoire des roses de Bellegarde, c'est une belle histoire, c'est une histoire humaine qui concerne en particulier mon grand-père.
Jacques Lucien Pilté était manœuvre, travaillait dans les briqueteries, travaillait. Mais surtout l'été et l'hiver, pas de travail, rien. Et il faut le dire, un peu la famine. Alors ça, je n'ai pas dit la date, mais ça repousse en 1895. Le départ, vraiment, mon grand-père a commencé à arracher les églantiers pour la maison Turbat. Il a regardé comment les rosiers se greffaient, se cultivaient. Et puis, M. Turbat lui a dit, mais il faut me faire quelques rosiers. Vous devriez y arriver, c'est pas si difficile. C'est ce qu'il a fait. Et puis, mon grand-père ayant 4 garçons, et puis plusieurs ouvriers qui étaient très intéressés, il leur a donné des greffons, il leur a évidemment montré à travailler, ça c'est... Hein. Et puis ces gens-là se sont établis et on peut dire qu'en 1900, quand la Deuxième Guerre est arrivée, il y avait 35 rosiéristes. Quand j'avais 15 ans, on avait 3 hectares de terrain avec mon père, alors qu'aujourd'hui on en a 80. Alors vous voyez, un terrain pour planter les rosiers, on ne le labourait pas, on le bêchait à la main. Et je me souviens d'avoir bêché avec mon père 1 hectare de terre dans l'hiver. Hein. On usait une paire de sabots à bêcher parce qu'on faisait appui avec la bêche sur le sabot et ben, la bêche elle usait le sabot, c'est vous dire. Quoi. Voilà, 5 rosiers dames de cœur, prêts à la vente. Enracinés, bien entendu. Dans le temps d'abord, on quittait l'école à 12-13 ans. Oui. Une fois de certificat, ben, c'était fini. J'aimais bien l'école, mais j'aimais bien les bêtes. Alors ça ne m'a pas privé quand c'est que j'ai quitté. J'avais un cousin qui aurait voulu que je continue. Moi j'aimais les bêtes, j'aimais mieux rester à la campagne. Ben oui. Ben, mon institutrice, elle aurait voulu que je continue à faire des études d'histoire et de géographie. Ça m'aurait bien plu, mais seulement mes parents ils avaient besoin de moi. J'ai passé mon père certificat au mois de juin et au mois d'août j'ai commencé à la batteuse, sur le temps, ou bien couper les ficelles sur la batteuse. Oui. Ah ben, j'ai eu mes 14 ans au mois de septembre, fin septembre, et le 1er octobre, j'étais dans la forge en train de travailler. Je commençais mon apprentissage. Les vacances étaient finies. C'est la vie du travailleur manuel qui commençait à cette époque-là. Ah oui, les vacances, c'était fini. La prochaine rentrée, c'était dans l'atelier. Ou alors, il fallait continuer les études. Bon, c'était pas la peine. Ça a été une perte de temps. Ah, mes plus vieux souvenirs de la forge sont quand papa forgeait le matin, de très bonne heure. Quand je partais à l'école le matin à 8h30, je traversais obligatoirement la forge pour dire bonsoir à papa. Un petit bisou vite fait. Papa arrêtait de souffler sur son métal. Puis alors je partais à l'école. Et puis pendant ce temps-là, papa a commencé à travailler. Il retravaillait. Alors il y avait quelquefois 1, 2, 3 chevaux à la forge qui attendaient. Derrière la porte, là, justement. Et papa ferait les chevaux jusqu'à midi et demi, des fois 1h moins le quart. Et alors à cette époque-là, c'était de très très gros chevaux, alors avec des fers qui étaient une énorme dimension. Il ne fallait pas avoir des petits nains pour travailler là-dessus, hein. Il fallait être courageux. Oui. Alors quand les chevaux étaient finis, bien, dans l'après-midi, papa travaillait, il fabriquait des stocks, réparait des charrues. Il réparait un petit peu de tout, il affûtait des dents d'herse, il réparait des herses, il réparait des rouleaux, il réparait un petit peu de tout, quoi.
Ah oui, on faisait tout. De ma chambre au premier étage, j'entendais tous les bruits de la rue. La nuit, silence complet, puisqu'il n'y avait pas d'auto. Mais le matin, à 6 heures pile, le forgeron, qui habitait à quelques dizaines de mètres de chez nous, tapait sur l'enclume. C'était mon réveil matin. Un peu plus tard, un vieux grand-père qui avait dû avoir l'habitude de se lever tôt venait attendre l'ouverture du bistrot pour boire sa petite goutte. Il interpellait les gars qui partaient au boulot et parlait du temps. J'entendais « Il va pleuvoir » ou « Ça pique ce matin », « Il a du gelé » ou « Il va faire chaud », tout cela selon la saison. C'était notre météo. Après, j'entendais le boucher en face qui tapait sur son billot et sciait l'os à moelle pour mettre dans les pot-au-feu. Il préparait sa tournée. Une ruelle sépare la boucherie de la maison du ferblantier. Tout d'abord l'atelier pour y faire les réparations. C'est qu'on ne jetait pas, on réparait. Il passait une partie de la journée à boucher le trou d'une casserole, mettre un fond à un seau percé, etc., etc. Le travail ne manquait pas. Et puis, on avait le temps. C'était un homme sympathique, notre voisin d'en face, toujours plein d'entrain et très gai. En martelant ses ustensiles, il chantait. Toujours présent à toutes les fêtes, les manifestations, c'est lui qui ouvrait, fermait le rideau et tapait les 3 coups quand on faisait du théâtre. Il louchait un peu, certains l'appelaient Neuneuil. À 15 ans, papa participait à la société de tir. Il était de 1895, papa. Je pense que c'était pour préparer les jeunes à la revanche de la guerre de 1870 et les chansons de cette époque étaient patriotiques. Je vous chantais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Mon père, il a fait verdun. Les tranchées, tout ça. On a grandi avec. Mais enfin, des personnes usées par la guerre, aussi bien mon père que ma mère. Ils ont été usés. Ma mère, elle a trop peiné. Enfin. Je me souviens du jour du départ de mon mari en 1939. Mon père pleurait. C'est pas possible, il dit avoir fait verdun, puis revoir ça. Il était malheureux. Puis nous aussi. Puis j'avais 20 ans. Puis rester seul, avec 2 chevaux et puis 5 ou 6 vaches. Fallait faire. Une année humide, on avait du mal à rentrer les betteraves. Et puis j'avais la gamine qu'elle avait eu 1 an au mois d'août. Elle commençait à courir toute seule. Il y a eu l'exode, Oui. mais on était encore chez nos parents à l'exode. Oui. On s'est mariés, nous, qu'après la guerre. Ah oui. On s'est mariés qu'en 46. À l'exode, moi le 8, et c'est le samedi. Et le maire, c'était Beignot, il était troublé. Il dit, faut qu'on parte, faut qu'on parte. Ben, il y en a des gens qui ont dit, on va partir, mais où? Où qu'on part? Ah ben, il disait, il y a un ordre d'évacuer les maisons, il faut qu'on parte. Alors nous sommes partis assez loin, on a traversé le pont de Jargeau.
Puis après, on est parti sur la région de Romorantin. On a été hébergés dans une scierie. Et à cette époque-là, on était bien contents de trouver cette scierie. Puis alors là, les Allemands nous ont rejoints. Un matin, on s'est retrouvé avec tout un tas d'Allemands dans la scierie. Oui, il y en avait en moto, il y en avait en chenillette. Bon, on s'est dit, c'est terminé, maintenant on peut rentrer chez nous, hein, c'est pas la peine de faire la guerre. On est rentré par le pont de Jargeau qui a été démoli. Oui, on est rentré tranquillement. Aussi chargé que pour y aller. Évidemment, on était 9 personnes dans la voiture, ça faisait beaucoup. Hein. Et sur la route, il y avait tout un tas d'animaux qui étaient morts par l'aviation. Oui, tout ça, c'est bien vieux. C'est bien vieux, mais on n'oublie pas. On avait mis 33 heures pour faire 3 kilomètres. Ça vous dit rien? Sous la chaleur, puis plus à boire, plus rien. Et le lendemain matin, que ça l'avait bombardé toute la nuit, on n'avait plus qu'à faire demi-tour et puis revenir. Mais il fallait sortir, parce qu'il n'y avait que de la troupe qui passait. Puis là, on en a vu des horreurs. Les Noirs, ils étaient pas heureux. Ils étaient soldats, ils étaient français, mais les Allemands, ils voulaient les prendre, ils ne voulaient pas se laisser prendre. Ils se cachaient dans des bouchons d'épines, tout ça, et puis les autres, ils les tabassaient. Pouf! Parlons plus de ça. Je veux dire, c'était des horreurs. Donc, on continuait, en campagne, on continuait à produire. Ouais. C'est-à-dire que les Allemands ils avaient besoin un peu des paysans pour produire. Réquisition déjà d'avoine pour les chevaux, réquisition pour les fourrages, réquisition de vaches et réquisition de chevaux. Et dans les mairies, ils ont été obligés de nommer des gens responsables pour faire les réquisitions tous les mois, les réquisitions chez les habitants de la commune, chez les agriculteurs. Avec les années d'occupation, nous avons vu arriver les cartes d'alimentation et d'habillement. Les Parisiens à la recherche de quelques produits de la ferme. Pour nous les jeunes, ce fut le temps des répétitions de séances théâtrales par des hivers rigoureux. Les recettes étaient affectées à l'envoi de colis aux prisonniers de la commune. Nous étions aussi chaque jour, en prenant des précautions, à l'écoute de la radio de Londres. Les Français parlent au français. Ici, Londres. Ici, Londres. Les gens qui avaient profité de ce fameux marché noir, là, de vendre à les gens qui montaient vers Paris avec les valises et autres, à un prix plus élevé, et qui refusaient de vendre à leurs propres voisins. Et ces gens-là, tout le monde s'était promis, en catimini, attends quand les Allemands vont être partis, tu vas voir. Pendant l'occupation, il n'y avait pas de, comment je vais vous dire, d'animosité entre les gens, pas beaucoup. Ça se passait de bouche à oreille parce que les gens avaient peur de l'occupant. Les gens avaient peur d'être dénoncés parce qu'il y a des gens qui profitaient, vrai ou pas vrai, mais ils envoyaient des lettres de dénonciation à la commandanture à Orléans. Je me souviens de la famille Zamor qui est arrivée à Bellegarde en septembre 1939. Ils ont vécu 4 ans et demi sur Bellegarde. C'était une famille juive. Le papa travaillait à la briterie, là près de chez nous. Il y avait 5 enfants. Et un matin, au mois de février 1944, la Gestapo est arrivée chez eux. Il y avait un enfant qui était à l'école, ou même 2 enfants, mais surtout un qui était à l'école à Bellegarde, le petit Jean-Claude. Et ce sont les gendarmes français qui sont venus le chercher. Et toute la famille a été déportée à Auschwitz. Ils sont d'abord allés au camp de Drancy et
Drancy Auschwitz, il paraît que le voyage a été terrible à vivre et en arrivant, ils ont été tous gazés. Il y a eu la joie de la libération. Bon, ça, il y a eu quand même un peu de bagarre à certains endroits. Alors, en haut lieu, le général de Gaulle en premier avait peur d'une guerre civile, hein, parce que tout le monde se l'était promis. Hein. Oh là là, celui-là on le pendra, celui-là on le pendra. Oh là là. Et en définitive, le général de Gaulle a dit, on arrête tout, on repart, il faut voir demain et après, laissez le passé trop triste, trop malheureux. Et les gens ont écouté. Les gens ont écouté, hein. Ah oui. Donc quand il y avait la fête d'Audoin au mois de septembre, on partait à pied avec mes parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de fête d'Audoin, il n'y a plus de bal. Parce que c'était un bal, une rotonde sur la place. Hein. Après, j'aimais bien danser si vous voulez. Mais à 17 ans, hein, les maris, ils jouaient aux cartes. Les femmes, ils voulaient danser. Hein. Puis donc, on dansait le quadrille à l'époque. Alors, les femmes qui voulaient danser, il n'y a pas de cavalier. Moi, à 17 ans, je suis parti danser le quadrille avec des femmes de 30-40 ans. Ben, ça, c'est des bons souvenirs, quoi. Ben, les jeunes, ils n'ont pas de plaisir là. Ils ne sortent plus. On a 2 gars, ils ne sortent plus. La première fois que j'étais au Bal des Roses, c'était en 1953, 1952, peut-être bien. Ça, c'était la Seine, ici. Et alors ici, il y avait toute la famille des Rosiris qui était devant. Au moment où il était le plus développé, on accueillait 4600 personnes. Et il était décoré de plus de 15 000 roses. Il y avait des décorations au plafond, c'était un truc grandiose. Et donc il y avait 3 semaines de travail avec les employés. C'est vrai que tout le monde était au sein du groupement, tout le monde était réuni, les employés étaient invités au bal gratuitement. C'était vraiment un truc qui réunissait beaucoup de gens. Après ça s'est tassé un petit peu. Et là justement depuis une quinzaine d'années on essaye de refaire un petit peu des choses qui nous unissent comme ça, un truc en commun. Comme je dis, moi, on était loin de manger, moi j'étais avec ma grand-mère loin de manger de la viande tous les jours. On allait s'acheter un beefsteak le dimanche, je m'en rappelle, et puis on le partageait en toutes les deux. C'est la seule viande que je mangeais de la semaine. J'en suis pas morte. Et puis, mais elle faisait du jardin, puis ben, on mangeait le jardin, puis c'était l'après-guerre. Je me rappelle avoir vu ma grand-mère, moi, faire bouillir de la betterave à sucre pour faire du jus, pour arriver à sucrer quelque chose, hein. Et puis tout comme ça, et puis mouliner le blé pour faire la farine, et puis la tamiser, et puis s'étaler par terre sur du journal pour tamiser la farine, et puis tout, pour manger du pain. Mais s'il fallait qu'on dise ça, ils ne se rendent pas compte, même qu'on leur dise. J'ai l'impression qu'ils croient qu'on invente, qu'on rêve, ou je sais pas. Quand on n'a pas vécu quelque chose comme la guerre, comme l'exode, comme les camps, comme tout ça, on leur fait voir. Bon, à la télé, on fait voir quand même. Et je trouve que c'est pas mal de faire voir ce qui s'est passé. Hein. Mais je me demande si vraiment ils croient ou s'ils portent attention. On se le demande. 1955, on sortait de la guerre, on n'avait pas assez à manger pour tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut surtout pas l'oublier. Alors évidemment, il y a eu un mouvement, et le gouvernement français, enfin l'État français, qu'est-ce qu'il a voulu faire dans un premier temps? Ben, c'était de donner à manger à tout le monde. Pour pouvoir donner à manger à tout le monde, eh ben, il fallait moderniser les campagnes, il fallait moderniser tout, c'est-à-dire en termes de mécanisation, mais en termes de technique culturelle, emploi des semences, etc.
je la sous-voiture. La soupe des poireaux. En 1937, il y avait une conversation avec mon père et mon beau-père. Ils ont dit tout ce qu'il y a eu depuis 50 ans, il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau. Ça fait des comme ça. Il y a tellement eu de choses, de nouveaux depuis, il ne peut plus rien avoir de nouveau. S'ils venaient aujourd'hui, les pauvres. Mais enfin, pour eux, il y avait déjà les moissonneuses. Ils ont coupé du grain à la faucille, hein, ces bonhommes-là. Nous, on a commencé avec mon mari à ramasser les gerbes de grains, parce qu'il y avait déjà quand même... Le début, il n'y avait pas de moissonneuse, il fallait lier les gerbes. Hein. Bon, après ça, il y a eu la machine qui faisait les gerbes. Après, il fallait faire des talles, vous savez, faire des meules dehors, comme on appelait, des meules, des belles meules, là. Vos parents, si vous avez encore des parents, ils peuvent vous raconter Des toupies, il appelait ça des toupies. Oui. Et puis après, il a commencé à avoir les moissonneuses batteuses. Alors, les moissonneuses batteuses, alors là, je vous dis pas, ça l'a amélioré. C'est incroyable. Donc moi j'avais acheté une faucheuse lieuse en 51. Hein. Et puis donc on l'a gardée enfin on a fauché avec jusqu'en 69. Puis en 70, j'ai décidé d'acheter une moissonneuse pour faire un peu comme tout le monde si on veut. Parce qu'on récoltait avec la lieuse, on rentrait. Et la batteuse, c'était une vie que j'aimais beaucoup parce qu'on était un groupe, on était une quinzaine à travailler là. C'était bien quoi. Tout d'abord, tout le monde avait du personnel. Tout le monde avait un ou deux commis, puis une bonne. Alors la bonne, elle s'occupait des vaches, et puis dans la belle saison, elle allait pour ramasser les bottes de grains, et puis rentrer les foins, et puis tout ça, avec les commis. Hein. Et puis dès qu'il y a eu le matériel agricole, il n'y a plus d'emploi de personnel, hein, déjà. Alors ça fait une différence, ça a déjà une masse qui est partie vers les usines, déjà. Ah ben, c'est sûr que dans nos âges, il y en a pas mal qui sont partis en ville, dans d'autres métiers, quoi, c'est sûr. Oui, il n'y a plus dans la commune, disons, je sais pas, c'est tout vite exploitant. Alors que quand on est arrivé ici, on était peut-être, si on comptait toutes les petites maisons, une cinquantaine d'exploitants. Ah ben, faut que ça plaise de s'occuper des bêtes. Ah oui. Les gens sont partis avec un badage, au point de vue intellectuel, très modeste, et pour la plupart, ils ont pas mal réussi. Ce qui fait que les gens qui étaient restés à la terre ont passé un moment, je dirais une vingtaine d'années, à se dire on a été les couillons de rester. Ah, moi je me suis reconverti, oui. Quelle année c'était? On a recommencé en 1957, quelque chose comme ça, quoi. Ah ben moi je m'occupais de tracteurs, je m'occupais de maçonnerie batteuse, je m'occupais de presse à fourrage. On réparait tous ces objets-là. Les tonnes à traiter. Les produits à traiter qu'on dénigre beaucoup en ce moment, évidemment. Il fallait bien, à cette époque-là, c'était tout nouveau. Il fallait les réparer. Il n'y avait pas que du neuf, hein. Ah oui, il fallait réparer toutes ces choses-là, quoi. Puis on a monté un petit hangar par derrière pour faire une stabulation, c'était déjà beau. On avait monté l'hangar là, en 50 aussi. Donc, tout ce qu'on faisait d'économie, tout y passait dans les constructions. On tirait toujours sur la ficelle. On avait mis une trieuse électrique. On était les premiers, la trieuse et puis là, on était les premiers. Ah ben la laiterie passait, les laitiers passaient à faire le ramassage. À 6 h du matin, il fallait que les bidons soient au bout de la route. Hein. Mais on n'a pas... Après, il fallait des tanks, des machins pour refroidir le lait, tout ça. Là, on a abandonné tout. On n'a pas marché dans la combine. Mais ça n'a pas été rien. Vous savez, l'évolution a été lente et dure. Et puis, beaucoup de financement. Hein. Vous savez qu'il n'y avait pas rigolé. Hein. Ce n'était pas le moment d'aller faire la foire, ni d'aller en vacances, ni rien. Hein. C'était pas le moment. Hein. C'était... Puis vivre sur soi, beaucoup.
cette image. C'est Jean-Paul II. Hein. Vous voyez ce que j'avais écrit à ce moment-là. Vous voyez, ça veut dire bien du labeur. Puis il y a une analyse qui n'a pas été faite, que je regrette. C'est que les successions de ces petites fermes permettaient aux gens qui partaient d'avoir un petit magot. Et les gens qui restaient leur payaient. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il fallait payer la part des frères et sœurs qui partaient pour celui qui restait à la ferme. Fait qu'en réalité, l'agriculture a nourri l'industrialisation de la France. Ah ben tout ce qui est ferme, ça c'est dépeuplé, hein, forcément. Mais les fermes ont été rachetées par d'autres gens. Et puis modernisé, ça fait du travail pour les maçons. Les maçons ont fait des petites maisons bourgeoises avec, quoi. Ah oui, c'était pas si mal en fait. Certains ont péri, puis d'autres ont gagné du terrain, quoi, en matière de travail. Alors ces gens-là qui venaient à la campagne pour avoir l'air pur et puis pas trop de bruit et surtout être proche de la nature, se sont mis à faire des jardins, à planter des jardins plus ou moins paysagers. Mais enfin bon, ils plantaient et ils faisaient planter. Alors on a eu un essor de rosiéristes, on est devenu pépiniéristes rosiéristes et on a eu un essor important. Alors, comment vous voulez travailler avec le matériel d'aujourd'hui? Le remembrement était indispensable. Des parcelles qui faisaient 2 heures et demie. Il y a la place du tracteur et puis le matériel derrière et puis la parcelle derrière. Hein? Non, mais on ne peut pas se laisser. On ne pouvait pas. Ici, ça s'est fait. C'est la dernière commune du canton auquel le remembrement est. Mais on s'y est opposé au conseil municipal. On s'y est opposé parce que la majorité des gens n'en voulaient pas. Mais il est arrivé un moment qu'on nous a dit, ça se fait partout, il faut que vous le fassiez. Vous le fassiez par le mieux possible, le plus juste, mais il faut y passer. Disons, le gouvernement prétendait que les agriculteurs auraient davantage de revenus quand le regroupement des terres serait fait. C'était ça, c'était le gouvernement qui poussait. De la petite ferme, on va même pas parler d'exploitation, parce que le terme exploitation agricole, on peut dire qu'il est apparu à partir des années 1960-1970. Avant, on ne parlait pas d'exploitation agricole, on parlait de ferme. La besonde serpente doucement dans la prairie entre les saules, les aulnes, les peupliers. À l'automne ou au printemps, elle, toujours si calme, déborde de son lit et inonde les prés. Notre besonde était pour nous un pôle attractif. En écartant les branches de saule, je pouvais voir l'écoulement lent, mais continu. Toute une vie apparaissait, le soleil éclairait même le fond. Les têtards, battant leur queue noire, grouillaient, avec les petits gardons aux flancs argentés et les perches arc-en-ciel scintillantes. Sur les brins de jonc se posaient les libellules vertes et les plus grosses bleues qu'on appelle les demoiselles. Dans les virages, notre rivière émettait un chant très doux, un simple bruissement. Le fond était à ces endroits-là sableux pour nos baignades. Au cadastre de 1959, il y avait déjà beaucoup de courbes qui ont été supprimées. Elle coule toujours dans ce sens-là. Donc elle était beaucoup sinueuse. Il a été fait une rivière droite. Il y a eu les travaux de curage et puis en même temps, eh ben, il y avait des redressements à faire pour faire une rivière droite. Dame, ça, il y a eu des discussions. Ça n'a pas été tout seul.
pourquoi les rivières ont été redressées, ont été refaites? C'est parce qu'à l'époque, il y avait besoin de terrain. Et on allait vers la grande culture et on a essayé de faire de notre région en faire une petite Beauce, c'est-à-dire tout aplatir, tout supprimer les haies, les bocages, tout ce qu'il pouvait y avoir pour faire des céréales. Dans les années 68, fin des années 60, on va dire que son tracé a été prévu d'être modifié. Donc il y a eu des gros travaux d'assainissement qui ont été mis en place, donc des travaux de recalibrage, de rescindement de méandres, de rectification. Donc, ce qui a induit beaucoup de changements, donc en l'occurrence un changement hydraulique. On a des rivières qui ne débordent pratiquement plus aujourd'hui, qui ne rentrent plus en contact avec leur champ d'expansion de crue, leur limageur, ou très peu. Ce qui augmente les ruissellements et du même fait le risque d'inondation dans certaines zones habitées. Et bon, cette eau pénétrait dans les nappes et, disons, alimentait les nappes phréatiques pour l'année. Bon, maintenant, avec les cultures, on n'admet plus ces inondations et l'eau est acheminée le plus vite possible, déjà par les drainages qui a eu lieu, hein, et puis ensuite par l'élargissement, le redressement de la rivière, qui a fait disparaître, ce que je regrette, des plantes aquatiques dont je n'ai plus que le souvenir. Les méthodes d'intervention, comme je vous le disais, ont changé. On essaie d'intervenir de façon beaucoup plus douce. Une bonne partie des propriétaires restent des propriétaires agricoles. Nous demandent la mise en place de programmes de curage. Donc déjà, c'est des rivières qui ont subi beaucoup de traumatismes. Je ne dirais pas que c'est des problèmes qu'on a, c'est surtout de savoir expliquer pourquoi est-ce que les interventions qu'on faisait à une époque, aujourd'hui, sont néfastes. C'est des méthodes d'intervention qui sont relativement nouvelles et il faut que les mentalités avancent avec ça. Mais on y arrive. Nous, ici, on a des terres argileuses. Et le drainage, il est indispensable. Oui. Donc, une terre qui ne serait pas drainée, on peut pas. Avec les chevaux, on s'en défendait. Le cheval, il avait ses quatre pattes. Tandis que le tracteur, c'est une roue. Donc, on fait des fausses, des omnières, et puis on ne récolte plus rien. Donc, c'est ça le tuyau de drainage. On y met bout à bout comme ça. Et le tuyau ancien, emboîtement. Vous voyez, il est coupé en biais, il s'emboîtait là. C'est du travail d'art, ça. Ça l'instinct. Ah ben moi, je suis posé des drainages, je sais pas, je vous dirais une douzaine de kilomètres. Ouais. Et moi, c'était ma passion. Oui. Dis donc, mais t'as pas dit c'est la passion de tes vaches. T'as pas dit Michel, il a des vaches, mais toi, t'étais heureux de tes vaches. Ah ben oui. Moi, je me faisais gronder certains jeudis, parce que l'après-midi, je prenais un saut discrètement, puis j'allais traire une vache. Ça me tenait des grâces, moi. Avec l'évolution, avec la mécanisation, les gens ont pu drainer de plus en plus, ce qui fait que dans les années 80, du tuyau en poterie, on est passé au tuyau en plastique. Et les gens ont pu drainer beaucoup plus facilement, ce qui fait que les terres petit à petit se sont mieux travaillées. Avec l'apport des jeunes générations qui revenaient de l'école en disant il vaut peut-être mieux prendre telle variété, utiliser tel matériel, etc., etc., les choses se sont assouplies, le travail s'est assoupli, les gens ont eu un petit peu plus de revenus. Hein. Je suis né sur cette ferme, il y a 58 ans maintenant. Donc évidemment, sur cette ferme qui était en location, il y a mes parents qui étaient là, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et donc je n'ai pas quitté ce lieu pendant bien des années, puisque je me suis installé avec mon épouse en 1975 officiellement sur cette ferme.
Et maintenant, donc, nous travaillons avec mon fils, donc il y a une continuité sur cette exploitation agricole. Sur cette ferme, dans le temps, il y avait des vaches laitières qui ont été remplacées par un élevage avicole et par un élevage de lapins. Et puis aujourd'hui, eh bien, on évolue encore. L'élevage avicole est encore là, mais on est un peu plus spécialisé en grande culture maintenant. Et puis sur donc des productions qui sont de plus en plus, je ne veux pas dire labellisées, mais de plus en plus de qualité. Donc cette installation-là, je l'ai montée dans les années 90, au début des années 90. J'ai trouvé le matériel d'occasion chez un copain qui arrêtait le lait. Donc bon, ça m'a pas coûté trop cher. Et puis c'est relativement fonctionnel. Avant, pour traire 20 vaches, je mettais 1h30. Oh, maintenant, je mets une demi-heure, quoi. Évidemment, bon, les week-ends, c'est vrai qu'il faut y être le matin, il faut y être le soir, quand on n'a pas de remplaçant. Mais bon, dans la journée, on est quand même libre. Anisette, avance. Anisette. Dès toutes petites, elles ont un nom, elles sont toujours, je les appelle par leur nom, elles répondent à leur nom. C'est des vaches qui sont habituées comme ça, quoi. Je me suis adapté à la qualité de mes sols, enfin, c'est-à-dire j'ai fait les productions qui viennent le mieux dans les sols. C'est-à-dire je fais beaucoup de prairies parce que c'est des sols qui sont humides l'hiver et puis secs l'été. Donc arrivé là, il faut savoir valoriser les sols au printemps et en automne quand il y a à la fois l'eau et la chaleur. J'arrive à toujours avoir ma petite dose d'herbe. Et j'aime bien parce que ça maintient les vaches en forme, ça maintient les vaches en état. Puis j'ai pas besoin de supplémentation parce que ceux qui nourrissent à leur silage à longueur d'année, il leur faut du bicarbonate de calcium, il leur faut tout un petit cocktail pour amener des oligoéléments, pour éviter qu'elles soient en acidose et ainsi de suite, parce que chacun sait que manger des conserves à longueur d'année tous les jours, 365 jours par an, c'est quand même pas l'idéal. Tu viens, Toupi? Alors on est arrivé un peu par hasard avec une maison qu'on nous a prêtée et on s'est installé avec 20 chefs dans un premier temps. Et puis comme c'était dans les années 70-75, c'était la folie du produit fermier. Donc on a transformé notre lait et on a fait du fromage assez rapidement. Et ça marchait très bien parce que le produit fermier était vraiment en vogue à ce moment-là. Voilà, et puis de fil en aiguille, on s'est installé un peu plus, repris des terres, agrandi un petit peu, installé un gîte rural et finalement on est resté là. Moi je suis d'un milieu rural en deuxième génération. C'était mes parents qui avaient, après la guerre, dans l'euphorie de renourrir la France, qui s'étaient mis à l'agriculture. Ils ont été à plein dans l'époque où les engrais, les nouvelles semences, etc. Et puis je crois qu'ils se sont retrouvés un peu comme le gars qui a inventé la bombe, tout d'un coup à se rendre compte qu'ils avaient fait quelque chose qui pouvait être aussi dangereux, quoi. Et mon papa est décédé l'année dernière et pas forcément dans la sérénité, quoi. Il avait essayé de revenir à des choses plus artisanales après, mais c'est vrai que ça a vraiment correspondu à une époque de l'agriculture qui a été le plein boom de tous les moyens phytosanitaires, toute la technologie qui aujourd'hui est quand même gravement remise en cause pour la protection de la planète, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, il s'est développé quand même tous les organismes qui ont vendu des produits phytosanitaires. Et eux, ils étaient chargés de vendre. Ils ne se sont pas gênés pour vendre et ils ne se sont pas gênés non plus pour conseiller, et très fortement conseiller quand même. Hein? Moi, je me souviens toujours de ma belle-mère qui disait toujours « Qu'est-ce que vous allez encore nous empoisonner avec vos produits? T'inquiète pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. » Elle disait toujours ça.
Alors, c'est vrai que ça m'agaçait qu'elle dise ça. Je disais, elle dit ça pourquoi? Il faut bien qu'on puisse aussi travailler. Mais au fond, je me disais, mais elle n'a pas tort. Alors là, mon mari, il serait furieux si je disais ça, mais je regrette, mais la biodiversité en a pris un coup. Ça me contrarie un peu, ça. Parce que moi, j'ai connu des chardonnays. Quand c'est qu'on labourait en hiver, ben, donc on retournait la terre. Il y avait l'hiver, il y avait tout ça, donc les bêtes, ils nous suivaient pour manger, pour se nourrir, surtout quand il plaît. Mais des petits chardonnays, il y en avait des nuits, il y en a plus. Des piafs, le pierrot. Bon, il est nuisible, utile, enfin, il n'est pas nuisible à 100%. Ben, des pierrots, il y en a moins. Mais le tort qu'il y a eu aussi, c'est qu'il a été mis en vente des produits pour détruire les oiseaux. Et aujourd'hui, il y a encore des produits comme ça. Ça ne devrait pas exister, ça. Parce que les oiseaux, c'était beau. Et on avait des corbeaux. Quand on labourait par la gelée, on avait des nuées de corbeaux. C'est fini, ça. Parce que ces oiseaux-là, ils vivaient pas de quelque chose. Ils vivaient d'insectes. Comme cet automne, on est envahi par les limaces. La petite limace, ça nous mange nos salades et tout. Mais ces petits oiseaux-là, ils en mangeaient. Hein. Ça, moi, pour ça, je serais un peu écologique quand même. Ça va stopper les désherbants. Ça va stopper, je dis pas tout, hein, mais la majeure partie. Parce que il y a des problèmes d'y retomber sur la santé des gens qui viennent de là. Les gens sont pas fous, vous savez. Le consommateur est pas fou. S'ils demandent du bio partout, hein, ils sont pas fous, vous savez. Ils commencent à comprendre un peu tard, parce que les gens, ils sont malades. Hein. Il y a beaucoup de gens malades. Hein. Il y a aussi un autre souci, c'est aussi le problème de la ressource en eau. Mais bon, quand je vois au printemps, bon, des gens irriguer des céréales, bon, moi, ça me pose un petit peu de problème parce que, bon, l'eau, il faudra savoir que dans les années à venir, ça va devenir une denrée relativement rare. Et c'est vrai que là, il y a un mois ou deux, je voyais dans la presse agricole qu'il y avait un état des nappes phréatiques françaises. Et bien qu'il ait plu tout l'été, a priori, la nappe de Beauce et de Brie, enfin les nappes entourant le bassin parisien, continuer à baisser. Il faut choisir des espèces plus résistantes à la sécheresse, quitte à changer de culture. Bon, c'est vrai que changer de culture, c'est pas facile parce que c'est beaucoup les prix de vente qui déterminent ce qu'on fait dans les champs. Les OGM, c'est pas la solution à l'agriculture de demain, c'est d'après moi une des solutions possibles. Moi, je vais vous dire, je suis très fier qu'on ait eu un essai sur la commune et je suis très fier que cet essai n'ait pas été détruit et qu'il ait été récolté. Sans rien y connaître, on est contre parce qu'on nous a fait peur. Comme on nous a fait peur, on est contre. Mais moi, je pense que c'est une nouvelle technologie, qu'elle a certainement ses avantages, elle a certainement des inconvénients aussi, mais ça fait partie de l'évolution. Mais bon, je me dis, on est encore un petit peu en apprenti sorcier par rapport à ça. Et il faudrait quand même faire attention, hein, parce que le problème, c'est que si on ne joue pas serré par rapport à ce dossier-là, ben, on risque d'avoir des désordres biologiques infernaux. Et un désordre biologique, ben, ça ne se répare pas tout seul, et puis pas en un jour. Hein. Et ça peut entraîner loin. Moi j'ai travaillé pendant presque 30 ans avec mon père. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec lui, et pendant 15 ans, il a travaillé avec moi. Jusqu'à temps qu'il arrête, il y a une dizaine d'années. Nous, on fait encore du rosier de tradition, quoi, avec la tradition de nos parents. C'est peut-être un tort.
C'est pour ça qu'on se dirige de plus en plus vers le consommateur final. Notamment, moi je l'ai fait par internet ou en développant le commerce ici. On vend beaucoup ici aux particuliers. Parce que bon, on leur apporte le conseil, on a un grand choix, les gens voient, peuvent toucher, ça revient aussi. Producteur de rosiers, moi je crois que ça va se terminer avec la génération de mes enfants. Eh bien parce que ce n'est plus assez rémunérateur. Que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan, que ce soit Intermarché ou autre, bah, évidemment, vendre à tous ces gens-là, et comme de plus en plus c'est eux qui vont vendre à ces gens-là, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ils détiennent le marché. Si vous ne vendez pas, vous détruisez. Hein. Vous n'avez pas de débouché. Hein. Encore un de moi. Je veux dire un commerce, car notre voisin vient de fermer sa boucherie, il n'en reste qu'une. Pourtant, de nombreuses habitations se construisent autour du village. La population s'accroît, mais la vie n'est plus la même. On prend la voiture, on va travailler ailleurs et faire ses courses au supermarché. Autrefois, pour travailler et se ravitailler, on trouvait au pays tout ce dont on avait besoin. Quand je pense au nombre de commerces et d'artisans installés à Ladon pendant ma jeunesse et disparus maintenant, cela m'attriste. Bien sûr, il y a encore la pharmacie, 2 boulangeries pour le moment, mais une boucherie, le petit casino et le bureau de tabac où on y trouve des journaux. Les derniers commerçants étaient mes parents, qui tenaient l'épicerie et café un petit peu plus à l'entrée du village, là, qui a fermé avec mon père étant décédé en 76. Ma mère a tenu encore quelques mois et puis bon, ça n'a pas été vendu. Disons que c'est tombé de... Bon, disons qu'ils ont cessé au moment aussi où arrivaient les grandes surfaces et tout ça. Donc, de toute façon, c'était pas viable, quoi. À Chapelon, il y avait au moins 2 épiceries avant la guerre. Même 3 pendant un temps, même. Puis après, la dernière, elle a fermé. Mais bon, ben... Il y a eu les Parisiens dans les années 60 qui faisaient travailler aussi un petit peu. Puis après, ben, les Parisiens, ils venaient avec ce qu'il fallait dans le coffre des voitures, ils s'arrêtaient au supermarché en passant. Bon, c'est vrai que c'était une mère qui tenait ça, bon, ça pouvait pas être repris. Hein. Les grandes surfaces ont tout foutu en l'air. Il faut dire que tous ces petits commerçants qu'il y avait, on ne comprend pas comment que les gens arrivent à vivre maintenant qu'il n'y a plus de commerce là. Alors les gens vont aux grandes surfaces. Ce qui fait mourir les pays. On a un seul petit épicier ici qui est un Marocain, qui est très charmant. Moi, je ne mets pas les pieds dans les grandes surfaces. C'était un point de rencontre. Les gens venaient chercher leur pain et discutaient avant de repartir. Maintenant, c'est la boulangère qui passe. Elle va chez chacun des gens, mais il n'y a plus la discussion. Elle est partie. Maintenant, on prend son pain. Puis la boulangère qui est très pressée, bonjour monsieur, bonsoir madame, et c'est fini. C'est tout ce qu'on a fait comme relation. C'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont disparu dans le rural. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'y reviendra pas, j'en sais rien. Je pense que c'est normal que dans un village, il y ait une école. Ça fonctionnait très bien auparavant. Maintenant, on se pose la question de pourquoi garder la classe, simplement à cause du fonctionnement de l'éducation nationale. Pour travailler en cycle, on est obligé de travailler avec les collègues. On ne peut pas travailler en cycle, on ne peut pas faire des échanges de services parce qu'on est loin, il y a la distance qui nous sépare. Nous, à Chapelon, on a la classe de CM1, CM2. Ça m'embêterait beaucoup si on perdait notre école. Maintenant, il faut aussi se mettre à la place des enseignants.
c'est vrai aussi qu'un enseignant tout seul dans une commune, quand il y a des enfants difficiles, c'est pas évident à gérer. Ça, bon, il faudra qu'on travaille sur le devenir. Et bon, c'est vrai que là, j'ai un peu des craintes. C'est l'école de Villemoutier, elle avait 2 classes. Je pense que là, il y a une 60aine d'enfants, c'est ce qu'il y avait à ce moment-là. Ben, elle est fermée, oui, depuis 3 ans au moins. Hein, mes parents sont allés à l'école là, moi je suis allée à l'école là, mes enfants sont allés à l'école là. Hein, c'est quand même du point de vue sentimental, c'est la vie d'un village, une école. C'est un village mort quand il n'y a plus d'école. C'était plus la même vie. Ça a coupé l'amitié de tout le pays. De tout un pays, on ne se connaissait plus. Hein. On ne connaissait plus les enfants qui étaient ensemble. L'inspecteur d'académie était plus astucieux que moi. Il a fait valoir à mon collègue, à un prédécesseur, qu'on allait gagner de l'argent à fermer l'école. Ce qui fut vrai quelques années, qu'il ne l'est plus du tout aujourd'hui. L'école aujourd'hui coûte très cher à la commune. Parce qu'actuellement, je crois que l'école coûte 600 € par enfant. Ce qui est quand même assez lourd. Mais pour moi, le coût de la scolarité des enfants, c'est une chose qu'une commune doit assurer. C'est l'avenir de la commune. Une commune où il n'y a pas d'enfants, c'est une catastrophe. Il y a 20 ans, hein, c'était une petite commune rurale, puisqu'on était tout juste 200 habitants. Et maintenant, il a été construit un lotissement, enfin des logements sociaux, et la population est passée à 310 habitants. Mais bon, c'est quand même une commune qui est avant tout un lieu de résidence pour des gens qui travaillent ailleurs. Il ne faut pas se voiler la face. Hein, et c'est le problème de toutes les petites communes du canton. Hein. On prend beaucoup de temps, on perd du temps dans les transports, mais moi je préfère ça que de vivre à Paris. Quand je rentre le soir, même si je rentre tard, j'ai toujours un moment pour aller faire un petit tour dans mon jardin. Enfin, je parle pour l'été, parce que l'hiver, on part le soir, on rentre le soir, il fait nuit. Mais l'été, c'est quand même agréable, après votre journée de travail, de se retrouver au calme. Puis vu qu'on n'est pas loin de Paris, en fait, on va bientôt devenir banlieue chic. Hein. On n'est plus qu'à 1 heure de Paris maintenant, donc c'est vrai que du coup, on se retrouve avec pas mal de gens qui habitaient ou en banlieue parisienne ou même dans Paris et qui viennent s'installer ici. Et puis vu que les loyers sont pas non plus affolants ici, c'est quand même plus facile pour se loger. Il s'est construit des zones industrielles que l'on n'avait pas avant. Alors, ça a amené des populations extérieures, des gens, je ne sais pas, même décentralisés de la capitale et tout ça, qui sont venus pour... tous ces gens, moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'au pays, maintenant, il y a la moitié des gens que je ne connais plus. Ah, ils ont vite fait descendre des voitures, ouvrir la porte de l'appartement, refermer la porte et on n'a vu personne. Hein. Ah oui, alors ça fait pas beaucoup de monde sur les trottoirs, ça. Hein. Ça ressort, descendre de la voiture, rentrer dans la maison. Et... Enfin, c'est une autre vie. C'est une autre vie, hein. C'est vrai. Quelquefois, c'est gênant quand même. On se dit, tiens, ben, mon voisin, ça fait 3 mois qu'il est là. Je n'ai pas eu encore le plaisir de le rencontrer, ni de croiser son regard. J'entends encore une parole. Puis un beau jour, ça vient, quoi, à condition de l'accrocher. Quand je suis arrivé ici, c'est vrai qu'on m'a un petit peu considéré, entre guillemets, comme un étranger. Mais bon, c'était un peu à tous les niveaux, dans le sens où je venais de Paris. C'était le petit parigot qui arrive. Alors bon, il y a toujours les petits a priori. Ouais, mais c'est un parigot, voilà, il croit tout savoir. Hein. C'était un peu ça au début.
Après, il y a les origines aussi, parce que je suis un peu métissé, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que les gens se sont posés des questions. Par exemple, c'est dans leurs habitudes. J'allais pas à la messe, quoi, ou des choses comme ça. Donc, bon, ça les choquait un peu parce que j'allais pas à la messe. Vu que mes grands-parents étaient installés là, à la limite, ça a fait le lien. Ah, tes grands-parents habitent là depuis un moment. Ah oui, bon. Et puis bon, vu que mes grands-parents connaissaient 2-3 personnes, du coup, ça a fait le tour assez rapidement. Mais je pense que si j'avais pas eu de famille ici sur place, ça aurait été plus dur. Ouais. Ça aurait été vraiment plus dur. On a l'impression que les gens de ce coin sont vraiment... ils sont implantés depuis longtemps. Ils ont leur famille. Tout le monde a des relations quelque part dans les villages. Et tout tourne autour de la famille. Si on n'en fait pas partie, on compte pas, on n'est pas accueilli. Et l'un et l'autre, on a beaucoup déménagé, on a été dans différentes régions ou pays, et où on avait réussi à s'intégrer et à se faire des amis. Donc je pense qu'ici, c'est quand même une région où c'est difficile. Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Quand on est arrivé, on nous parlait du nouveau boulanger du village qui était là depuis 8 ans. Donc voilà, ça donnait un petit peu... Donc nous, on est vraiment à peine arrivés, quoi, je pense, pour les gens d'ici. C'est comme une commune rurale, hein, c'est-à-dire qu'il y a les anciens qui sont nés ici de génération en génération. Hein. Donc à partir du moment où des jeunes arrivent, c'est un peu considéré comme des étrangers. C'est-à-dire que ça va bouleverser les cultures, il va y avoir beaucoup plus de mouvements dans la commune, beaucoup plus de circulation. C'est, je dirais, un peu une commune qui était surtout agricole, qui aujourd'hui prend de l'ampleur par le biais de ces nouvelles familles. Et qu'il faut, les enfants qui crient, voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut que les anciens puissent accepter de la part des jeunes. Donc ça met un certain temps pour que les jeunes puissent s'intégrer. Ça peut mettre 15 à 20 ans, hein, à peu près, voilà. C'est-à-dire que des jeunes qui ne rentrent pas dans des associations, qui ne se font pas connaître, ils seront vraiment mis à l'écart, hein, pour ainsi dire. Il faut arriver à s'intégrer, à s'impliquer dans toutes ces animations. Il y a 20-25 ans, le conseil municipal était composé exclusivement d'agriculteurs, par exemple. Parce que, en fait, les gens qui étaient là, c'était des agriculteurs ou des anciens agriculteurs. Et les quelques habitants qui n'étaient pas agriculteurs, représentaient très peu. Et par exemple, au conseil municipal, il y avait des agriculteurs. Aujourd'hui, le conseil municipal, c'est... sur 11 personnes, c'est 4 agriculteurs. Je suis maire, je suis agriculteur, mais les plus grandes préoccupations sont sur le plan communal, en dehors de l'agriculture. Elles sont par rapport aux exigences des habitants, l'accueil des nouveaux habitants, puis l'évolution aussi des différentes couches de population dans notre commune rurale. J'avais des collègues, comme ils trouvaient que ça avait pas mal réussi, qui souhaitaient qu'on agrandisse. Et je leur ai demandé d'attendre un moment, c'est-à-dire que l'intégration de ceux-là soit faite avant d'en ramener d'autres. Et ça me paraît important. Il faut absolument que la population puisse, j'allais dire, s'agglomérer un peu avant de pouvoir en mettre d'autres. Noir, là, attention, ton silence, tu l'as fait à l'envers. Comment on fait? Il y en a un qui peut lui montrer? Comment? Alors, montre-lui. Je vérifie, tu me fais douter. C'est un 7 à l'envers? Qu'est-ce qu'il fait un temps, Mathias? La blanche, ça fait 2 temps. Ah, et moi? Bah voilà. Donc elle devrait être quelle couleur, ta blanche, là? Voilà.
ces 10 dernières années, ouais, il y a une explosion des assos, ouais. Ben, je pense que ça va aussi avec pas mal de choses. Ça va avec les 35 heures, je pense aussi, hein. Ça va avec pas mal de choses comme ça. Donc, bon, les gens ont du temps pour eux. Et bon, on est passé, ouais, on est un peu moins d'une cinquantaine d'assos, je pense, ici. Mais c'est ça, on peut faire tout ce qu'on veut à Bellegarde, quoi. C'est ça qui est génial, enfin, surtout pour les mômes, hein. Moi, c'est vrai qu'à mon époque, c'était un peu différent. Quand je suis arrivé, on pouvait faire de la danse, de la musique, du foot, bon, enfin, les standards, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses un peu plus concept, quoi. Enfin, il y a concept entre guillemets, pareil, il y a le hip-hop, il y a les cours de capoeira, maintenant, il y a plein de choses. Enfin, ça, c'est quand même super ouvert au niveau de plein de choses, quoi. Même pas que pour les enfants, d'ailleurs, hein. C'est multigénérationnel, les nouvelles associations, là. À ce jour, on est 340 inscrits. Je n'ose même pas le dire, tellement c'est énorme. Et je dirais qu'il y a une moitié d'enfants pour une moitié d'adultes actuellement. Parce que, en fait, les enfants de 16 ans sont considérés comme adultes dans le calcul qu'on fait. Bellegarde a accueilli quand même beaucoup aussi de jeunes et de jeunes parents qui, venant de la ville ou tout ça, étaient justement heureux de trouver qu'à Bellegarde, il y avait des choses qui se créaient, des activités. Donc, au contraire, ils se disaient, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas si paumé que ça, Bellegarde. Quand on fait des spectacles, ça rapproche tout le monde. C'est vrai que c'est une méthode de rapprocher tout le monde. Hein, Oui, parce que les gens ne pensent pas qu'en fait, certains qui étaient nouveaux l'année dernière s'imaginaient pas qu'ils allaient pouvoir comme ça se retrouver entre un adulte, un ado, un enfant, et faire surtout à faire quelque chose, quoi, en fait. Voilà, donc il y a 5 courts-métrages, 5 dessins animés. Merci. Et voilà, Beaucoup. merci. Nous, les Cinémobiles, on dépend maintenant de Centre Image, en fait. Voilà, donc ça regroupe tous les services de cinéma de la région Centre. C'était au départ l'initiative d'une association à Orléans qui voulait effectivement lutter contre l'exclusion culturelle dans les campagnes. Donc l'initiative est partie de là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, oui, le fait de se dire on va créer l'association, on va connaître du monde, et ben déjà ça nous a donné un petit coup, c'est sûr, hein, de connaître des gens. Puis là, je vois, c'est vrai que c'est... sans eux, je serais peut-être pas là, parce que je crois que j'ai déprimé pas mal quand je suis arrivée, donc je serais repartie, je pense. Nous, comme on a créé cette association, on n'a pas eu de mal à s'intégrer par rapport à d'autres personnes, c'est sûr. De toute façon, partout, dès qu'il y a une personne qui arrive, c'est partout pareil. Hein, dès qu'on n'est pas du canton ou de la région, tout de suite, les gens... il faut aller de l'avant, voilà, il faut avoir du culot. Aussi que les gens qui viennent fassent un pas en essayant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le village où ils arrivent pour essayer de créer des contacts et de rencontrer les gens. Et effectivement, s'il faut que ce soit nous, les gens habitant là, qui aillent à chaque fois les chercher en disant venez, ce qu'on va leur proposer, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Donc il faut aussi qu'eux aient des envies et qu'ils les trouvent. 2. On chante encore à Porto Vecchio, à Dublin, au pays de Galles,
accueillant, vous arrivez dans une commune qui a un vécu. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, mais prenez le temps de regarder avant de le changer. Parce que pour moi, c'est très important de ne pas tout casser. Parce que pour moi, pendant des siècles, on a mis des choses en place. Ils ne sont pas tous bonnes, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont permis de vivre en commun. Et c'est intéressant. Il y a de la solidarité, mais alors ça raconte, hein. Et les gens, ils portent des fois des regards un peu durs à l'égard des gens qui divorcent ou des situations qui sont un petit peu, bon, comme ceci, comme cela dans les familles. Ça cause beaucoup à la campagne, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors je pense que ça va évoluer, c'est comme tout, hein. C'est le temps que les a priori disparaissent, quoi. Ça les empêchera pas de ragoter, hein, mais c'est marrant, ça me dérange pas. J'aime bien ragoter, moi aussi. Se moquer de quelqu'un, ça me fait mal. Les gens sont comme ils sont. À partir que quelqu'un est respectable, on est tous pareils, hein. Avoir bonne conscience. Mais quelqu'un qui, parce qu'il est plus riche que vous, ou qu'il est mieux coté que vous, ou n'importe, moi je dis, on est quand même égaux, hein. Quelqu'un qui est honnête, on est égaux. Quand le soir vous sortez, vous pouvez regarder les étoiles, alors qu'en ville vous ne pouvez pas, ça c'est un cadeau quand même extraordinaire. Je veux dire, ça c'est merveilleux, ça. Pour moi, c'est pas les gens qui sont le pays, c'est la terre. Hein. C'est le lieu. Hein. Donc, j'aime mon univers. J'aime mon univers, même s'il n'est pas extraordinaire. Hein. Il n'y a guère de montagne qu'à l'époque des betteraves. Hein. Mais c'est mon environnement et j'en ai besoin. J'adresse un salut fraternel à tous les paysans de par le monde. Qu'ils veillent à garder leur civilisation, leur identité, leurs traditions, leurs coutumes, leur humanité exemplaire, car le monde en a grand besoin. Qu'ils aient à cœur, dans la nécessaire avancée du savoir, du pouvoir, du faire, de maintenir la primauté de l'être, la connaissance, le respect, la culture de la vie, le sens et le souci de l'autre, des autres, notamment de l'éprouvé, du défavorisé, du sinistré. Qu'ils aient à cœur le partage des instruments et des ressources, l'accueil généreux du pauvre, de l'étranger, de l'exclu.